partager avec vous 4 moments clés de ce parcours. Les circonstances de la disparition de mon père, Thomas Karungu. Les conséquences sur notre famille. Le parcours scolaire difficile des enfants Hutus et en fait la renaissance. Les circonstances de la disparition de mon père. Je vais juste, permettez-moi de prendre 1 minute pour vous présenter ce qui était mon père. Très jeune, 36 ans. Ouais. 36 ans. Un professionnel, un homme d'affaires qui était un successful businessman. C'est comme ça, dans la plupart des cas, des gens qui étaient visés, des jeunes talentueux, des pères de famille qui étaient dans la fleur de l'âge. Des jeunes talentueux qui étaient dans la fleur de l'âge. Ce sont ces gens qui partaient en premier. Alors je vais vous expliquer en détail comment ça s'est passé, les circonstances de sa disparition. Mon père n'était pas seulement un chef de famille. Il était un repère, une protection, une stabilité. Mais un jour, tout a basculé. Dans un contexte de tensions ethniques et politiques profondes, la peur s'est installée. Une peur silencieuse mais omniprésente. Puis cette peur est devenue réalité. Mon père a disparu. Sans explication claire, sans justice, sans possibilité de dire au revoir. Ce genre de disparition n'est pas seulement une perte physique, c'est une rupture brutale avec le monde tel qu'on le connaissait. Pour un enfant, c'est incompréhensible. Comment expliquer que celui qui vous protégeait ne reviendra plus? Ce moment marque un point de non-retour. Il marque la fin de l'innocence. Mi-mai 1972, c'était vers le 17 mai. Mon père prend sa voiture et s'en va travailler au centre-ville de Bujumbura. Moi, j'étais dans le berceau, j'avais 3 mois de naissance. Ma mère et moi et le reste de ma famille avons gardé l'espoir que notre papa allait revenir. C'est surtout ma mère, après 7 ans, elle a gardé l'espoir. Elle est morte avec l'espoir que son mari allait revenir. 40 ans plus tard, le passé a ressurgi avec une force inattendue. J'ai rencontré un témoin encore en vie, un homme qui avait fui Bujumbura en plein chaos. Dans son récit, un détail m'a glacé. Il a aperçu la voiture de mon père sur la station Kamenge. Mais ce n'était pas un simple abandon. Après avoir assassiné mon père, les bourreaux ont confisqué la voiture et l'ont utilisée pour aller traquer, attraper, tuer d'autres Hutus. C'est comme ça qu'ils faisaient dans la plupart des cas. Ce témoignage, aussi douloureux soit-il, vient briser le silence, confirmer et rappeler que derrière chaque victime se cache une histoire, une famille, une mémoire qui refuse de s'éteindre. Les conséquences sur ma famille. Quand un père de famille disparaît dans ces conditions, ce n'est pas seulement une personne qui est perdue, c'est toute une structure familiale qui s'effondre. La sécurité disparaît. Après la disparition de mon père,
c'est toute la notion de sécurité qui s'est brutalement évaporée. Il n'était pas seulement un pilier affectif, mais aussi une présence rassurante qui donnait un sens à l'ordre du monde. Son absence a laissé un vide profond, un silence inquiétant où chaque bruit devenait suspect, chaque regard porteur d'interrogation. L'enfant que j'étais a dû apprendre trop tôt que la protection n'était plus acquise, que l'innocence pouvait être brisée du jour au lendemain. La stabilité économique s'est effondrée. Dans le même souffle, la stabilité économique de la famille s'est effondrée. Les ressources autrefois modestes. Chez nous, on ne manque rien, on ne manque de rien. Mon père avait réussi sa vie, il avait des biens, il avait une bonne situation. Mais comme vous le savez, il y avait la spoliation, les maisons ont été confisquées, les voitures volées, l'argent en banque gelé, et même les meubles de la famille, les meubles du salon, ils étaient venus pour voler ça. Et ma mère a demandé de l'aide. Ils ont caché ça dans la chambre, couvert des draps et des affaires pour simuler. Et lorsque les bourreaux, les voleurs sont revenus, ils ont trouvé le salon vide. Et ils pensaient que c'était déjà parti. Voilà comment on a pu sauver quelques meubles du salon et la table de la salle à manger. La peur s'installe dans chaque décision. Enfin, la peur s'est installée dans chaque décision, dans chaque geste, dans chaque déplacement. Il est devenu une compagne silencieuse, guidant nos choix, limitant nos élans. Eh bien, si on vient, on tue votre papa, et les militaires viennent, on ne sait pas. Dans la plupart des cas, ils faisaient même des viols. Ils viennent, ils tuent votre papa, et puis ils s'en viennent, ils viennent violer la maman. Donc c'était des atrocités. Je pense que Patrice Nafatio en a parlé assez. Et surtout, les enfants changent. Nous avons été forcés de grandir trop vite. Les rôles se sont inversés. Les aînés sont devenus des protecteurs. Les enfants sont devenus responsables. L'enfance a disparu, carrément disparu. Ma mère, comme tant d'autres femmes, les veuves de 1972, a porté un poids immense, un courage silencieux, une force invisible. Elle n'avait pas le choix, elle devait tenir pour nous. Même avec cette force, la douleur restait là, constante, profonde, invisible. 7 ans après l'assassinat de mon père, un autre coup du destin est venu briser ce qui restait de notre famille, de notre équilibre. Ma mère s'est éteinte à son tour. Ce jour-là, nous avons compris que plus rien ne serait jamais comme avant. Dans ce vide immense, les aînés ont dû se lever, presque instinctivement pour devenir des protecteurs. Nous étions des enfants et les plus grands avaient comme nous 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous imaginez. Nous sommes restés dans son salon, un salon avec des meubles confortables, une horloge accrochée sur le mur, mais il n'y avait pas d'adultes. Vous pouvez vous imaginer, vous demander comment on a fait pour survivre. C'était par la grâce de Dieu. Alors je pense avec une profonde reconnaissance à ma grande sœur Joy Dihokubrayo, qui malgré son jeune âge a tout donné. Elle est devenue à la fois notre mère, notre père, notre repère.
Elle a porté sur ses épaules fragiles de jeunes filles adolescentes le poids d'une famille entière, transformant son propre destin pour nous offrir une chance de continuer. Trop tôt, nous avons été contraints de devenir responsables. Bien avant l'âge, l'enfance a laissé place à la nécessité. Personnellement, j'ai appris à me débrouiller dans les rues de Bujumbura, où la survie passait par des gestes, des petites activités devenues essentielles. La vente des pistaches. En Swahili, on disait Karanga mchezo wa meno. C'est ça qu'on faisait pour survivre. L'élevage des volailles. En deuxième année de l'école secondaire, là-bas on appelle 8e année, je faisais déjà l'élevage des poules. Chez Moutoi, on vendait des poules. J'achetais des poulets, des petits poussins, et j'élevais. Et une petite parenthèse, dans mon cheptel, il y avait un coq géant. Et quand j'allais lui ouvrir la porte, il sautait sur moi, comme s'il voulait montrer sa suprématie. Je me rappelle de ce coq. Une parenthèse. Le maraudage, la précarité, on n'avait pas de nourriture, on n'avait pas des habits, on n'avait pas de médicaments, on n'avait presque rien. Parce que les bourreaux de 1972, les bourreaux, les génocidaires avaient tout pillé. Alors, on faisait le maraudage, on s'en allait chez Muzungu Shamba pour marauder les mangues et les fruits, d'autres fruits. Et vous imaginez là-bas, il y avait ces éleveurs de bétail, très élancés, des Tutsis qui avaient des bâtons très longs qu'on avait amenés de la campagne. Il fallait être rapide, il fallait être vigilant, marcher sur la pointe des pieds, dans ce feuillage très sec, pour pouvoir cueillir ces mangues. Et lorsqu'ils nous entendaient, ils nous poursuivaient. Et nous étions jeunes et rapides. On était capables de sauter de la colline jusque dans la rivière Nahangwa. Et puis, les Wanyamugamba ne pouvaient pas nous attraper. Donc, Dieu sait comment protéger ses enfants. Amen. Amen. L'enfance disparaît. Et dans ce contexte, l'enfance a tout simplement disparu. Elle ne s'est pas effacée lentement. Elle a été arrachée, remplacée par des responsabilités, des inquiétudes, une maturité imposée. Les jeux ont laissé place à des calculs de survie. Les rêves innocents ont été remplacés par des objectifs urgents. Pourtant, au cœur de cette perte, une autre réalité a émergé, celle d'une génération forgée dans l'adversité, capable de se relever, de s'adapter et de continuer à espérer, même lorsque tout semble perdu. La difficile parcours scolaire des enfants Hutu. L'école, normalement, est un lieu d'espoir. Mais pour nous, c'était aussi un lieu d'injustice. Être enfant Hutu à cette époque signifiait être limité dans ses opportunités, être discriminé dans les accès à l'éducation, être constamment rappelé à son identité. Même quand nous avions la volonté, les capacités, les portes restaient souvent fermées. Il fallait se battre pour chaque étape. Accéder à l'école, rester à l'école, réussir malgré les obstacles. Et parfois, même réussir ne suffisait pas. Mais malgré tout cela,
une chose est restée vivante en nous, le désir d'avancer. Parce que l'éducation représentait plus qu'un savoir, et représentait un échappatoire, une dignité, un futur possible. Les punitions corporelles. Juste après la mort de ma mère, j'étais retourné. Juste après la mort de ma mère, j'étais retourné à l'école pour poursuivre ma première année primaire. Mon enseignante était une femme très maigre et de taille élancée. Les élèves l'avaient surnommée Kukumba. Dans Frisson de la Renaissance, parce que nous, on les donnait des surnoms. Ces enseignantes, on ne connaît pas leur nom officiel, mais nous, on leur donnait des surnoms. Dans Frisson de la Renaissance, l'enseignante surnommée Kukumba incarne une autre facette de l'univers scolaire de l'époque, celle d'une autorité imprévisible, à la fois crainte et profondément marquante. Son surnom chuchoté dans les couloirs comme un avertissement suffisait à faire taire une classe entière. Derrière cette figure se dessine une pédagogie fondée moins sur l'accompagnement que sur l'intimidation, où l'erreur devenait faute et la faiblesse un motif d'humiliation. Pour beaucoup d'enfants, et plus encore pour les plus vulnérables, les orphelins comme nous, sa présence était une épreuve quotidienne, un rappel brutal des rapports de force que traversaient même les lieux censés protéger et éduquer. En évoquant Kukumba, Madame Kukumba, le récit ne cherche pas seulement à dénoncer une personne, mais à relever un système, une époque où la dureté s'imposait comme une méthode, laissant dans la mémoire des élèves des traces aussi profondes que silencieuses. En troisième année de l'école primaire toujours, une autre madame s'était distinguée en traumatisant les élèves. On l'avait surnommée Macho Pussy. Dans la mémoire encore vive de ces années d'école primaire, une silhouette demeure gravée comme une ombre inquiétante, celle de l'enseignante que tous surnommaient Macho Pussy, en raison de ses yeux perçants, semblables à ceux d'un chat guettant sa proie. Franchement, les yeux étaient comme un chat qui va capturer quelque chose. Mais derrière ce regard félin se cachait une dureté presque inhumaine, une froideur qui transformait chaque regard en véritable épreuve. Malheur à l'orphelin, déjà fragilisé par la vie, qui franchissait la porte de la classe quelques minutes après la cloche de la récréation, sans un mot de compréhension. Elle levait ses mains aux ongles volontairement laissés longs. Elle avait des griffes, comme des instruments de punition. Elle pinçait les joues avec une violence calculée, s'agrippant à la chair jusqu'à faire jaillir la douleur, puis, dans un geste brusque, achevait son châtiment par une gifle cinglante. L'enfant sonnait, titubait entre honte et souffrance. S'il ne s'effondrait pas au sol, il perdait au moins son équilibre, vision troublée, le corps envahi de courbatures. Ce n'était pas une simple discipline scolaire, mais une brutalité qui marquait les esprits et les corps, laissant derrière elle des blessures invisibles, profondes, que le temps lui-même peine à effacer. En 6e année, on a enduré
Nous sommes rendus en 6e année de l'école primaire. Une madame qu'on a surnommée Sapioya. Dans Frisson de la Renaissance, l'enseignante surnommée Sapioya apparaît comme une figure marquante de la 6e année, non seulement par son apparence singulière, ses bras étaient couverts de poils qui frappaient l'imaginaire des élèves, mais surtout par la dureté de ses méthodes. Elle avait fait preuve d'une créativité inquiétante en fabriquant une sorte de matraque artisanale. Une matraque artisanale. Un bâton de balai inséré dans un tuyau en plastique, semblable à celle utilisée pour arroser les jardins. Les coups pleuvaient jusqu'à ce que le bois se brise à l'intérieur du plastique. En Kirundi, on dit, mais cette madame avait pris à Kabando, donc c'était même pas Kabando, c'était un balai, le tige du balai, mis dans un tuyau de plastique. Et c'est ça qu'il nous frappait avec, jusqu'à ce que le bâton se brise à l'intérieur de la plastique. À travers ce portrait, le récit met en lumière une vérité troublante. Celle d'un système éducatif où la violence, loin d'être exceptionnelle, pouvait devenir un langage ordinaire, gravant dans la mémoire des élèves des blessures durables. Je profite de cette occasion pour vous partager un extrait de Frisson de la Renaissance, à la page 86. Malheur à l'orphelin surpris en train de bavarder. Là, ça se passe à l'internat. Moi, j'ai raconté l'histoire à mes amis lorsqu'on était à l'université. Ils m'ont dit, toi, tu n'as rien vu. Nous, à l'internat, c'était pire. Malheur à l'orphelin, surpris en train de bavarder. On le forçait alors à avancer à genoux, avec une lourde pierre posée sur la tête, sous le regard impassible de ses camarades, dans la cour sablonneuse où l'on était censé jouer, respirer, oublier. Après un tel supplice, il ne lui restait plus qu'à réapprendre à marcher, comme un homme aux jambes brisées, chancelant entre douleur et humiliation. Mais d'où pouvait bien venir tant d'atrocités, tant de férocité, tant d'animosité? Fallait-il vraiment aller jusqu'à pincer les paupières d'un enfant pour échapper en classe, ou pour quelques minutes de retard après la cloche de la récréation? Les parents avaient été fauchés dans la violence. On avait tué nos parents. Les enseignants Hutus effacés de la carte. Et les orphelins, eux, restaient livrés à la merci des bourreaux ou de leurs héritiers. Silencieux. Durant les années 70 et les années 1980, un système, vous le savez aussi bien que moi, un système de codification ethnique avait été mis en place dans les écoles publiques. Un simple U signalait les élèves Hutus, tandis qu'un simple I signalait les élèves Tutsis. Ces lettres si banales en apparence étaient les clés d'un tri arbitraire. Ils ne servaient pas à informer, mais à exclure. Les élèves marqués d'un U échouaient systématiquement aux examens nationaux, quel que soit leur effort et leur mérite, tandis que ceux qui portaient un I accédaient sans entrave aux écoles les plus prestigieuses,
celle qui ouvrait les portes du pouvoir et de l'influence. Dans nos sociétés fragilisées par la crise et les injustices, on trouve souvent des gens qui portent des noms semblables, soit par simple coïncidence, soit pas plus tragiquement par tricherie. Je me souviens qu'en 6e année, ma grande sœur s'est fait voler son certificat. Fruit de ses efforts et de sa réussite au concours national. Quelques semaines plus tard, la blessure est devenue profonde encore lorsqu'elle a entendu qu'une autre élève, une Tutsi d'origine rwandaise, se présentait sous ses propres noms, Ndihokubrayo Joy Nea Kibimba, et avait été autorisée à poursuivre les études secondaires à sa place. Une parenthèse, ma grande sœur est due aller étudier au Congo pour avoir son diplôme de D4. On dirait que tout était fait pour vraiment nous faire disparaître. Si ce n'était pas ça, elle n'allait pas réussir. Parce que beaucoup d'enfants ont abandonné. Beaucoup d'enfants ont abandonné l'école. Non pas parce qu'ils n'avaient pas le mérite, mais tout simplement, on les rayait de la liste. Cet épisode, au-delà de la douleur personnelle, illustre une injustice systémique où l'identité elle-même peut être confisquée, effaçant les mérites réels et brisant des destins pourtant prometteurs. La Renaissance. Et pourtant, malgré tout, nous ne sommes pas restés dans la destruction. Nous ne sommes pas restés dans la destruction. Il y a eu renaissance. Une renaissance intérieure d'abord, à travers la foi, la résilience, la volonté de ne pas laisser la haine définir notre vie. Puis, une renaissance extérieure, le chemin de l'exil, les études, les rencontres, les opportunités. Petit à petit, la vie reprend. Mais cette renaissance n'est pas un oubli, elle est une transformation. Nous portons la mémoire, mais nous refusons d'être prisonniers du passé. La renaissance, c'est se relever sans renier son histoire, construire sans effacer la mémoire, pardonner sans nier la justice, et surtout transmettre. Parce que ce frisson de la Renaissance est un message. Ce livre est un message, un héritage à laisser à nos enfants, surtout les enfants de la diaspora. Nos enfants ne savent pas ce qui s'est passé. On doit les éduquer, on doit transmettre. Je passe un message de paix, un message de justice, un message d'unité. 50 ans après les blessures, il est temps pour nous, Burundais, de la diaspora, de transformer les mémoires en pont plutôt qu'en mur. La paix et la réconciliation entre Hutu et Tutsi ne peuvent pas être de simples slogans. Elles doivent devenir un engagement quotidien, un choix conscient de se voir d'abord comme des frères et sœurs, unis par une même histoire et un même avenir. Dans la diaspora, loin des pressions locales, nous avons une opportunité unique de rebâtir la confiance. Pour y parvenir, nous pouvons poser 3 actes concrets. Créer des espaces de dialogue réguliers et apaisés entre communautés. Encourager les témoignages croisés pour humaniser les récits et organiser des activités culturelles communes où l'identité burundaise prime sur les divisions. Mais la paix véritable ne peut exister sans justice. La question des biens mal acquis reste une plaie ouverte qui alimente la méfiance et la division.
Il est essentiel d'affirmer avec clarté que la réconciliation ne signifie pas l'oubli ni l'impunité. Les biens injustement pris doivent être restitués aux ayants droit dans un esprit de vérité, de responsabilité et de réparation. 3 pistes peuvent guider cette démarche: promouvoir les mécanismes de médiation communautaire dans la diaspora, soutenir les institutions chargées de la vérité et de la restitution et encourager des accords à l'amiable entre familles lorsque cela est possible, dans le respect de la dignité de chacun. Enfin, l'unité de la diaspora burundaise doit devenir une force stratégique pour les générations futures. Au-delà des douleurs du passé, nous devons bâtir une vision commune. Pour cela, 3 propositions s'imposent. Mettre en place des réseaux professionnels solidaires entre Burundais de toute origine. Investir dans des projets communautaires, éducation, culture et entraide qui rassemblent. Et promouvoir un leadership inclusif où chaque voix compte, indépendamment de son appartenance ethnique. L'unité n'est pas une utopie. Elle est une responsabilité, et c'est ensemble, dans la vérité et le respect, que nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire. En conclusion, aujourd'hui, je suis devant vous, et ce n'est pas seulement pour vous raconter mon histoire, c'est pour rappeler que derrière chaque statistique, il y a des vies. Derrière chaque conflit, il y a des familles. Derrière chaque injustice, il y a une mémoire qui réclame la vérité. Moi aussi, mais aussi, derrière chaque douleur, il y a une possibilité de renaissance. Frisson de la renaissance. Frisson de la renaissance est une invitation à se souvenir, à comprendre, à guérir et à construire ensemble un avenir différent. Ce livre, ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Une invitation au dialogue, au courage et à la mémoire. J'ai écrit avec mes larmes, parfois avec ma colère, mais surtout avec espoir. Je vous remercie de me permettre de faire résonner ces voix, celles qu'on a voulu faire taire. Merci de lire, d'écouter, de transmettre. Peut-être que nous pouvons transformer la mémoire en lumière. Je termine avec cette pensée. On peut faire taire une génération, mais on ne peut pas étouffer la vérité pour toujours. Je vous remercie pour votre attention. Encore, acclamons. En tout cas, c'est très touchant, surtout avec la